Le plan d'action du nouveau gouvernement présenté dernièrement par la première ministre Judith Suminwa, la démission précipitée de la ministre déléguée à l'environnement Stéphanie Mbombo, mais également les réformes entreprises par le nouveau ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba. Autant de questions qui seront abordées dans votre nouveau numéro de l'émission Paramètres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue de partout où vous nous rejoignez. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée comme d'habitude de mon confrère bien-aimé Nico Kassanda, que je m'en vais saluer chaleureusement. Bonjour Ida, bonjour chers téléspectateurs qui êtes branchés pour regarder cette émission, votre émission Paramètres d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir pour vous sur ce plateau le professeur Dadi Saleh, qui est acteur politique, expert sur les questions sécuritaires, économiques et autres, que nous saluons chaleureusement. Professeur Dadi Saleh, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes encore le bienvenu aujourd'hui sur ce plateau de Paramètres. Vous n'êtes plus présenté parce que les téléspectateurs vous connaissent déjà, bien que nous vous avons présenté. C'est un grand plaisir. Nous sommes à leur disposition. D'accord. Déjà là, ça fait déjà quelque temps que la première ministre Judith Suminwa a eu à présenter le programme d'action de son gouvernement devant la représentation nationale. Quel commentaire d'emblée pourriez-vous faire à ces sujets? Je pense qu'on est dans l'obligation morale de soutenir le programme, parce que c'est déjà adopté par le Parlement et c'est pratiquement déjà en exécution. Pourquoi soutenir? Parce qu'on est congolais, on aimerait que ça puisse réussir, ça c'est sûr et certain. Mais néanmoins, quand on prend un peu les deux grands points, là où il dit que c'est pour consolider les acquis du premier mandat, et qu'effectivement, il aimerait poser définitivement les jalons d'un Congo émergent. Alors, on se poserait une question, est-ce qu'on veut consolider quelque chose qui a réussi ou bien qui a échoué? Ça, c'est la première question. Mais néanmoins, moi, je suis d'accord qu'on doit essayer de faire quelque chose, soutenir les gouvernements. Mais je suis plutôt pour la révolution. Ça va? Politique, économique et surtout sécuritaire. La révolution signifie couper et refaire totalement. Bon, malheureusement, ce n'est pas l'option du président de la République et de la première ministre. Nous soutenons, mais nous sommes pour un peu, vous savez, les cercles vicieux de la pauvreté, les cercles vicieux de la mauvaise gouvernance, les cercles vicieux de l'insécurité ne doivent se faire que par couper et avoir un cercle vertueux de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la richesse. Parce que sans révolution, si nous continuons à tourner, les bases ne sont pas bien placées. Notre économie n'a pas de bonnes bases. Notre politique n'a pas de bonnes bases. Donc, quel que soit ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de choses sur le plan opérationnel, qu'on félicite parfois en passant. Mais sur le plan structurel et stratégique, nous avons tout à refaire. Ce qui fait que, bon, là, je ne soutiens pas du tout. Mais en attendant, nous n'avons qu'un seul gouvernement, ce n'est pas Dadi Saleh, n'est-ce pas? Nous n'avons que les gouvernements souminois qu'on doit soutenir, pourtant soit peu, essayer d'avoir certains résultats pour le peuple congolais. Donc, nous soutenons le gouvernement et il a donné les 6 piliers, ça va? Les 6 piliers, c'est bon. En termes de rhétorique, c'est bon. Construire une économie diversifiée. Qui ne peut pas vouloir d'une économie diversifiée? Mais je le répète encore une fois, on ne peut pas construire une économie diversifiée et compétitive si l'économie de la République démocratique du Congo est totalement extravertie. Vous avez compris? Comment construire une économie diversifiée et pourtant nous n'avons presque pas d'économie? Quand je dis nous n'avons presque pas d'économie, puisqu'en termes de production, je le répète encore une fois, nous sommes le pays parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Nous sommes parmi les pays qui ne produisent pas. Notre PIB est en dessous de l'acceptable. C'est ça même le critérium pour être parmi les pays qui ne produisent pas. Nous ne produisons pas. Nous n'avons pas d'industrie et pourtant nous vantons nous vantons le plan industriel. Et apparemment sur papier.
Et face à cet état de choses-là, vous pensez que nous avons des acteurs qui sont ces membres du gouvernement et qui répondent à un profil, qui ont répondu à un profil donné pour qu'ils soient justement nommés, mais la grande question réside autour de la politique. Encore deux avis. Je pense qu'on devait changer totalement la classe politique actuelle, ou bien la classe politique qui a géré pendant très longtemps, mais malheureusement dans le gouvernement nous retrouvons une bonne partie. Des gens qui ont été dans 1+4, des gens qui ont géré pendant 18 ans, des gens au fond ils ne se sont que transformés. Ce qui fait que, qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens-là? En termes de leadership, en termes de personnes, il y a eu quelques changements. Déjà commençant par le président lui-même, qu'on félicite, mais en grande partie du côté technique et du côté de la politique où nous parlons des autorités morales, nous ne pensons pas qu'il y aura des changements parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui ont été capables de mettre tout ce qu'ils avaient comme politique, comme technicité depuis 10 ans, 15 ans. C'est aujourd'hui qu'ils vont comprendre l'économie. C'est aujourd'hui qu'ils vont diversifier l'économie qu'ils ont été incapables de diversifier pendant 15 ans. Parce qu'ils ont été dans tous les postes. Ministre de l'économie, d'URCAB, pratiquement président, presque président, vice-président de la République. Ils ont été dans des ministères clés de cette République. S'il vous plaît, soyez un peu sérieux. C'est par miracle qu'ils peuvent le faire. Et moi, je souhaiterais qu'ils puissent le faire. Je suis égal à moi-même. Je souhaite que ces gouvernements puissent réussir. Je souhaite que ces gens-là qui ont échoué pendant des années, des siècles, ça va puisse maintenant réussir pour l'intérêt du peuple congolais. Mais franchement, en termes de prédisposition, je n'attends pas grand-chose de ces gens-là, malheureusement. Professeur, moi je reviens sur vos récents propos quand vous dites qu'il faut repartir à zéro, il n'y a rien à consolider. Donc si on essaye de faire le tour de toutes les actions menées lors du premier quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a rien qui puisse être consolidé. Il n'y a rien qu'on puisse consolider ou parce que vous avez dit qu'il faut tout refaire à zéro, les infrastructures, le social, tout, création d'emplois, rien n'a été fait. Non, je ne dis pas rien n'a été fait. Non, absolument pas. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je suis un enseignant, je suis un expert. On parle en termes de chiffres, on parle en termes statistiques, on parle en termes de pourcentage. Ça va? Je l'ai dit d'habitude, quand quelqu'un a 20%, quand quelqu'un a 15%, à 30%, 50%, ben on dit soit il est bon, soit il est médiocre. Ça va? On ne peut pas demander la consolidation de 20%, de 30%. Prenons l'aspect sécuritaire, parce qu'il s'agit par exemple de ça. Pensons-nous que nous avons la sécurité en République démocratique du Congo? Parce que je pense que nous avons plus de 200 groupes armés aujourd'hui. Nous avons des territoires entiers occupés par le Rwanda, etc. Mais nous saluons les efforts du chef de l'État. Faites attention. Nous saluons les efforts. L'armée est un peu mieux dotée, nous avons les Ouazalendou, nous avons etc. Mais cela étant, et c'est là où on doit essayer de me comprendre, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut refaire totalement notre armée, et je pense que le chef de l'État est d'accord avec moi. Il faut refaire totalement la philosophie de l'armée congolaise, de la défense congolaise. Donc ce qui s'est fait, je ne pense pas qu'on devait consolider. Je pense qu'on devait refaire en acceptant qu'il y a quand même de points. Ah oui, on a construit quelques routes. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous voulez vraiment qu'on dise félicitations parce qu'on a des sauts de moutons? Non, il faut voyager, il faut s'imaginer quel doit être Kinshasa en termes d'infrastructure, s'il vous plaît. Donc il faut quand même réfléchir avec grandeur comme Lumumba. C'est ça notre constitution. Donc j'ai dit félicitations pour les sauts de moutons, félicitations pour les quelques routes qu'on a pu voir, félicitations à Yaou pour quelques réformes, etc. au niveau des fonctions publiques. Je suis d'accord. Mais je pense franchement, si vous avez un seul ministre, si vous avez le chef de l'État lui-même qui a déclaré que la justice était malade, même s'il a fourni des efforts, et qu'il a même réclamé qu'on a des généraux, on ne sait pas ce qu'ils font. Il l'a lui-même dit. Donc c'est de ça que je parle. Je ne contredis personne, mais je ne pense pas qu'on devait consolider. Je pense tout simplement qu'on devait être franc avec nous-mêmes et refaire la nation, tout en acceptant qu'il y a des points positifs, n'est-ce pas? 145 territoires, qu'il faut essayer de refaire un peu de mieux en mieux. Ça va? Quand on a construit une route, félicitations. Quand on a la santé, la maternité gratuite, ce n'est pas Dadi Saleh qui va dire qu'il ne faut pas la maternité gratuite. C'est à féliciter. Quand on a, par exemple, bien sûr, c'est un exercice, quand on a la gratuité de l'enseignement, ce sont des acquis, n'est-ce pas?
qu'il faut entre guillemets consolider. Mais moi, je ne suis pas en faveur de la consolidation. Je suis en faveur du maintien et de l'amélioration de certains points. Mais il faut réfléchir un peu plus grand. Cette nation est tellement grande qu'il faut, par exemple, comme je l'ai dit, que toute notre économie ne soit pas extravertie. Ça va? J'ai suggéré, j'ai fait des suggestions qui ne sont pas compliquées. Il faut demander pourquoi ça ne s'applique pas. Et alors, on parle de l'économie. Alors, professeur, à ce stade, vous avez évoqué plusieurs aspects qui doivent trouver des solutions très rapides. Et donc, il n'y a pas lieu de parler des priorités parce que chaque secteur est prioritaire en ce moment parce que, chaque membre du gouvernement dans son secteur a déjà commencé son travail. Si, c'est là où j'ai dit directement, il faudra qu'on comprenne qu'une vision du chef de l'État doit être transformée par une philosophie. Et malheureusement, je pense qu'on ne semble pas avoir de philosophie. Sinon, je pose la question, quelle est la philosophie de la gouvernance que nous avons? Moi je propose la philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela Tuso Sange Mosi Tujikebela. Parce que quand vous n'avez pas de philosophie... Vous êtes allé un peu vite là. Oui, moi je propose la philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela Tuso Sange Mosi Tujikebela. C'est-à-dire tout simplement. Que les Congolais se prennent lui-même en charge. C'est une philosophie, pas un slogan. Nous devons nous poser la question. Est-ce que la philosophie du président, ça va? C'est le peuple d'abord. Je ne sais pas. Quelle est la philosophie du gouvernement? Je ne suis pas capable, moi, d'Adi Saleh, de répondre. Mais je pense qu'on pourra poser cette question au président et au chef du gouvernement. Parce que tant qu'on n'a pas une philosophie, on a au fond des points qui tombent comme de cheveux dans des soupes. Vous comprenez? Il y a un programme 145 territoires, il y a un programme qu'on va faire par-ci par-là. Non! La vision doit se transformer par une philosophie, c'est-à-dire que clair, noir sur blanc, tout doit se faire en fonction de ça. Je donne l'exemple de cette philosophie que je demande au chef de l'État de prendre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, ça va. Cette philosophie signifie toute action du gouvernement doit se faire pour que le Congolais soit au centre et le pion principal. Malheureusement, vous avez bien compris que pour l'économie, par exemple, ce n'est pas le cas. Jusque-là, nous avons totalement une économie extravertie où on n'a aucune banque congolaise. Ça va? C'est-à-dire que tous les systèmes financiers est à refaire. C'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas à consolider. Vous voulez consolider les systèmes financiers congolais? C'est-à-dire qu'on reste avec les banques étrangères, de Kenya, des Nigériens, etc. Pratiquement plus de 90% des supermarchés, c'est pour les étrangers. Toutes les grandes entreprises de communication, c'est pour les étrangers. S'il vous plaît, c'est ce que vous voulez qu'on puisse consolider? Non, je demande au chef de l'État, et ce n'est pas impossible, s'il vous plaît. Avec le même programme, il faut que nous puissions trouver l'âme de ce programme. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais c'est au Premier ministre ou bien à la Première ministre de clarifier l'âme du programme. Ça va? Exemple, si ce que je dis peut être compris, c'est-à-dire que tout le ministère, avec le même programme qu'il y a, ça va? Quand on parle de diversification, construire une économie diversifiée, ça va? C'est-à-dire effectivement que le ministère de l'économie, le ministère de l'industrie, on refait tout à zéro. Avant de diversifier, on donne d'abord le boulot aux Congolais. Tous les contrats, par exemple, où on appelle les contrats léonins, tout le monde le sait. Tous les contrats miniers, à plus de 90% sont des contrats léonins. Qu'est-ce qui nous empêche de les couper immédiatement? C'est là où je vous ai dit, vous voulez consolider, que tous les contrats continuent à être léonins. Voilà. Alors, professeur, je suis désolé. On va parler quand même de ce chiffre. Oui. Nous les connaissons, évidemment. La première ministre, en présentant justement le programme d'action de son gouvernement, a révélé le chiffre. Il s'agit évidemment ici des chiffres pour les 5 prochaines années, donc 24-28 comme on le dit, qui est estimé à la hauteur de 277,066 milliards de francs congolais, soit 92 milliards de dollars américains. Alors, lorsque vous regardez, vous analysez ce chiffre au regard de la situation économique de la RDC, nous savons comment nous fournissons des efforts pour avoir quand même ces budgets. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste si on a un bon leadership. C'est réaliste parce que la République démocratique du Congo a un potentiel largement plus large que ça. Je peux vous le garantir. C'est réaliste si nous travaillons.
Et c'est réaliste si exactement le chef de l'État, la première ministre, les ministres, les députés, tout le monde faisait son travail convenablement. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne serait pas réaliste. La République démocratique du Congo peut avoir un budget annuel de 50 milliards de dollars sans aucun problème. Si nous faisons la révolution de l'économie, comme je suis en train de dire. Jusque-là, je comprends la prudence, n'est-ce pas? Économique, managériale, surtout politique, n'est-ce pas? Le chef de l'État, apparemment, ne veut pas totalement rompre, n'est-ce pas? Avec certains néocolonialistes et tout le reste. On peut les comprendre sur le plan politique. Dans ces cadres-là. C'est la raison pour laquelle on peut avoir encore un budget de 18 milliards de dollars, n'est-ce pas? C'est possible. Mais je pense que ce n'est pas les chiffres les plus importants. C'est l'affectation, ça va, budgétaire, qui est la chose la plus importante. Vous avez posé une question qui n'était pas du tout compliquée quand vous avez parlé des priorités. C'est simple. Je parle souvent d'équation maximale. C'est un terme un peu technique. Équation maximale. À vrai dire, quelles que soient toutes les priorités, il y a toujours des priorités, des priorités. Et dans les priorités, on doit voir quelles sont les priorités qui ont des faits boule de neige, qui ont des faits d'échelle. C'est-à-dire que si nous investissons, par exemple, plus sur ça, ça peut nous permettre de résoudre d'autres problèmes. Exemple simple, pour l'instant, nous savons très bien que la priorité de priorité, et ça a été dit au niveau de l'Assemblée, même si la première ministre, c'était pas ça, mais la priorité des priorités, c'est la sécurité. Parce que de toutes les façons, si les Rwandais prenaient encore totalement Kinshasa et toute la République démocratique du Congo, où est-ce que vous allez faire les industries? Où est-ce que vous allez faire des routes? Où est-ce que vous allez faire tout ce que vous voulez faire? C'est eux qui vont le faire. Donc la priorité de priorité, elle est sécurité parce que nous sommes en guerre. Ça c'est sûr, noir sur blanc. La deuxième priorité, ça va, c'est l'économie. Parce qu'on dit effectivement que la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Vous me suivez? Et le peuple congolais a besoin de manger. On dit ventre creux n'a point d'oreille. Et exactement avec l'économie, comme je l'ai dit, l'économie des guerres, ok, on devait comprendre que non seulement la guerre coûte très cher et que les gens doivent manger. Donc c'est l'économie. L'économie, là, nous parlons de la production. Pour que les gens puissent comprendre, quand on nous parle d'économie, ce sont de donner trop de théories qui n'ont pas beaucoup de sens. Des mots, parce qu'on peut se contredire. Hein. En théorie, dans des théories économiques, chaque professeur peut avoir ses propres économies. Mais au moins là où nous sommes d'accord, l'économie ne signifie que la production, la distribution et la consommation. C'est ça l'essence de l'économie. L'économie, ça signifie comment la République démocratique du Congo produit des productions industrielles, des productions dans tous les sens. C'est d'abord la production industrielle qui compte. Parce que la production dans les sens des distributions, ça c'est le commerce. N'est-ce pas? Là, nous sommes au niveau de la distribution. Ça, c'est les commerces. C'est-à-dire qu'on ne produit pas dans le sens de la transformation de la matière première, n'est-ce pas, en produit fini. Donc, la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus moins nantis en termes industriels. Malgré tout ce qu'on vous vante là sur le plan industriel et le plan des etc., qu'on félicite du reste, mais le peuple congolais ne va pas manger des programmes. Le peuple congolais mange ce que nous produisons au champ. Industrie pour les Congolais. Parce que faites attention, quand nous avons certaines petites industries d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de grandes industries ici, hein, quand on a des petites industries, ça va, qui peuvent employer 2000, 3000 personnes, ça va, eh ben, écoutez, la plupart des fois c'est pour les Chinois, c'est pour les étrangers. C'est pas pour les Congolais. Ce sont rares des grandes industries des Congolais. Il faut faciliter. Or, on ne peut pas le faire si la République démocratique du Congo ne résout pas la question bancaire. Parce que beaucoup de montages financiers, j'espère que je ne suis pas haut techniquement, je suis encore bas, oui, n'est-ce pas? On comprend. Ça va? Oui, donc, ça va. Beaucoup de montages financiers, ça va, pour que nous puissions avoir des industries et des grandes entreprises, ne passent que par des avantages bancaires, par des avantages des banques. Ça ne se passe pas par tu as ramassé l'argent. Et en Europe, et en France, et partout. Ça se passe par des facilitations, et c'est là, ça se passe par... Nous n'avons aucune banque congolaise à capitaux majoritaires des Congolais, donc nous n'avons aucune politique bancaire. Ce qui fait que notre politique financière est totalement dirigée par les étrangers. C'est-à-dire que même du côté industriel, nous ne pouvons pas être là. Parce que construire une industrie, eh ben, il faut des crédits, il faut des montages financiers où vous gagnerez peut-être après 5 ans, 10 ans. Parce que pour amortir exactement, les délais de récupération est assez élevé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Congolais se mettent dans les commerces. Je vais à Dubaï, n'est-ce pas? Je vais en Chine, j'importe et c'est fini. Or, c'est ça qui tue effectivement l'économie.
Et l'économie de la professeur, République au regard de démocratique tout du ce que Congo. vous dites, comment faire pour mobiliser les fonds nécessaires pour arriver à atteindre le chiffre qui nous a été présenté? Révolution. Atteindre les chiffres, ça sera atteint. Parce que même avec les commerces, n'est-ce pas, même avec les industries des étrangers, ça va, les industries des étrangers, mais ça sera atteint, ne vous en faites même pas. Mais ça ne sera pas, la valeur ajoutée ne va pas bénéficier aux Congolais. C'est-à-dire que ça sera une économie extravertie qui bénéficie aux étrangers comme on l'a vu. Avoir 18 milliards de dollars, c'est la chose la plus facile ici si on est un peu sérieux. Mais est-ce que ces 18 milliards de dollars vont servir aux Congolais? Ça va améliorer les social des Congolais. Ça va faire en sorte que nous puissions avoir des milliardaires congolais. Ça, c'est une autre question. C'est l'affectation de la richesse maintenant. C'est ça la politique budgétaire, la politique économique, la politique monétaire. On combine ces politiques-là pour essayer d'avoir un Congolais qui a, par exemple, le salaire moyen de 2000 dollars. Mais là, nous n'avons même pas un salaire moyen de 200 dollars. Nous vivons en deçà du seuil de pauvreté. 80% des Congolais vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est là où je vous ai dit, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président, je suis d'accord qu'il y a des acquis. Mais la politique pour consolider les acquis n'est pas une bonne politique. Parce que c'est un peu comme si nous allons encore survivre pendant 5 ans. Nous allons survivre. Nous n'allons pas mettre de base pour que le Congolais devienne riche, pour que nous puissions contrôler nos minéraux nous-mêmes. Nos minéraux ne sont pas contrôlés par les Congolais. Quelles sont les grandes entreprises contrôlées par les Congolais? Il n'y en a presque pas, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, si vous consolidez les acquis, vous allez rendre les gens riches politiquement, parce qu'apparemment, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'enrichissent, ils devaient être emprisonnés presque tous, parce qu'un politicien qui s'enrichit et pourtant il a un salaire même de 10 000 dollars, mais il devient directement multimillionnaire. Alors, professeur Dadi Saleh, c'est du vol. Une solution, on va passer à un autre point très rapidement. Une solution que vous pouvez préconiser justement pour relever notre économie. Je pense que nous pouvons commencer par faire un peu ce que j'appelle système industriel complet du type néo-mercantiliste. Je répète, pour les techniciens, ils vont mieux me comprendre. On fait un système industriel complet du type néo-mercantiliste. Ça signifie quoi? Le système industriel complet permet à ce que nous puissions utiliser tous les avantages comparatifs que nous avons, n'est-ce pas, pour que les industries appartiennent aux Congolais et que l'industrie puisse nous permettre d'avoir des entrées et une valeur ajoutée qui va faire en sorte que nos institutions puissent être fortes et que nous puissions avoir une très bonne défense. Ça a été utilisé en Angleterre et dans beaucoup de pays pour arriver là où ils sont. On ne peut pas passer, ça va, au libéralisme tant que nous n'arrivons pas à avoir des structures assez solides, tant que nous n'arrivons pas à récupérer notre propre économie. C'est la raison pour laquelle je suis en train de rire, mais je suis d'accord avec la théorie. Ça, c'est une proposition de Dadi Saleh en tant qu'enseignant. Ça, ce n'est même pas en tant que politicien, si vous pouvez bien comprendre. Mais quand je vois certains éminents professeurs faire des propositions que j'estime être un peu des propositions opérationnelles. Vous me comprenez? Non, aucune proposition opérationnelle ne va arranger l'économie de la République démocratique du Congo à court, moyen et long terme parce que nous avons des problèmes structurels, nous avons des problèmes stratégiques. Or, tous ces professeurs-là le savent mieux que moi. Mais ils ne font que proposer au chef de l'État des petites solutions opérationnelles. Voilà, ça c'est très bien. Ça ne peut pas marcher. Voilà, il faut d'abord une philosophie. Et or, si nous avons la philosophie, par exemple, de faire les systèmes industriels complets, chers amis, c'est-à-dire que nous ne donnerons pas des grands marchés aux étrangers. Parce qu'au même moment, c'est-à-dire qu'avec ces systèmes-là, nous construisons nous-mêmes notre plus grande puissance, c'est-à-dire ressources humaines. Vous me suivez? Donc ce sont des Congolais qui doivent apprendre à construire des routes. Mais là, vous donnez tout le marché aux entreprises des étrangers disant que c'est aux Chinois. C'est eux qui vont construire vos routes. Alors, quand est-ce que nos ingénieurs de l'IBTP vont avoir l'expérience nécessaire pour construire nos routes? C'est voilà, aussi simple que bonjour, mais ça ne se fait pas. Voilà, on va passer à un autre point, professeur Dadi Saleh. Oui. Il y a une situation que les Congolais ont vraiment n'ont pas appréciée. C'est la démission que j'appelle, moi, précipitée de la ministre déléguée en charge du développement durable, climat et autres, en la personne de Stéphanie Mbombo. Oui. Quel sens vous donnez justement à cette démission? Je donne à ça deux sens. Il y a un sens positif et il y a un sens négatif.
L'essence négative, ça peut être le fait que, écoutez, ça ne peut pas présager quelque chose de bon. Vous avez préparé à manger pendant 1 année, 2 ans, 5 ans, n'est-ce pas? Et que quand il faut manger, quelqu'un dit « je ne mange plus ». Donc cette nourriture risque d'être nauséabonde. Peut-être. Ça, on ne sait pas. Parce que qu'est-ce qu'elle a vu là-bas quand elle est entrée au gouvernement? Puisque ne vous en faites pas, c'est quand vous entrez au gouvernement que vous avez accès à des dossiers. Vous pouvez avoir des idées, des imaginations, mais le vrai dossier, c'est quand vous devenez ministre, quand vous transmettez les dossiers. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'elle a eu des problèmes particuliers avec, comme les gens le disent, en passant, avec la première ministre par rapport à sa mission, je ne sais pas, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville? Je pense que ça, c'est anodin. Je ne pense pas qu'à ces niveaux-là, on peut démissionner à cause de ça. On peut être plutôt peut-être blâmé, n'est-ce pas? Parce que si elle a agi comme conseillère, encore une fois, du chef de l'État, ce n'est pas elle-même qui s'est donné la mission. Donc, c'est les chefs de l'État qui devaient être condamnés. Qui l'a donné la mission? Elle ne peut pas partir à l'étranger, n'est-ce pas, en se donnant elle-même des missions. C'est soit la primature, c'est soit la présidence, par rapport à ces 2 titres-là qu'elle continuait à combiner. Donc, je pense effectivement que, est-ce qu'elle déteste des injonctions? Là, ça peut être un aspect positif de sa personne, et qu'elle a compris que non, je ne peux pas fonctionner avec des injonctions qui ne cadrent pas avec une certaine logique. Alors là, je démissionne. Parce qu'apparemment, on a compris que ce n'était pas sa première fois de démissionner. Ça peut être une femme forte et qu'elle déteste qu'on la donne des injonctions qui ne marchent pas. Ça peut être une autre 3e option, point politique, où les gens disent qu'on va mettre quelqu'un de Maniema pour sauver la... Oui, il y a tellement tout, hein, tout circule, parce qu'officiellement, il n'y a rien qui s'est dit. Officiellement, elle a démissionné pour convenance personnelle. Or, on sait que convenance personnelle ne veut rien dire du tout. Il y a nécessairement des dossiers qui sont là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans l'essence de sa personne qu'on a découvert dans son dossier? Je ne pense pas, parce qu'elle a fonctionné quand même avec les chefs de l'État pendant longtemps. Et que donc son CV devait être connu depuis très longtemps. Donc nous ne pouvons faire que cogiter, ça va, et essayer de réfléchir, mais c'est un mauvais point et un bon point comme je l'ai dit. Mais mauvais point parce que quand même entre nous, tu alignes tes 11 joueurs qui doivent monter, un joueur dit je ne joue pas. Mais d'autre part, elle a été félicitée quand même parce qu'on dit que démissionner ne fait pas partie de la culture des Africains. Je suis tout à fait d'accord. C'était ça la deuxième option. J'ai dit il y a du positif et du négatif. Parce qu'effectivement, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Chers leaders, vous n'êtes pas obligés d'accepter n'importe quoi. Moi qui suis contre les autorités morales, comme je l'ai toujours dit, n'est-ce pas? Mais je me dis, pour la nation, on ne doit pas accepter n'importe quoi pour raison de position ou bien raison d'argent. C'est vrai, on doit se faire diminuer parce qu'il y a quand même l'autorité. Chef, c'est le Premier ministre, on est tout à fait d'accord, et que exactement, il doit aller dans la vision du chef de l'État. Là, on est d'accord, mais je pense qu'elle était prévenue. Déjà, elle le savait. Est-ce qu'à ce niveau, professeur Dadi Saleh, est-il possible de nommer une autre personne qui puisse prendre sa place? Mais ils seront dans l'obligation, parce que ce ministère existe déjà et que ce ministère est déjà vide pour l'instant. Donc, ce qui fait que le chef de l'État n'aura pas beaucoup de choix avec la première ministre. Soit il nomme une autre personne, ça c'est acceptable, il n'y a pas de problème, mais soit il demande en attendant à un autre ministre de combiner les fonctions. Pour la République démocratique du Congo et partout, c'est toujours possible. Un autre ministre peut combiner aussi ces fonctions-là. Mais nommer un autre ministre, c'est possible. Alors, professeur Dadi Saleh, on va rester dans le sillage du gouvernement pour parler cette fois-ci de cette mesure qui a été prise par le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, qui a instruit les procureurs de pouvoir justement se lancer dans la traque de toutes ces personnes homosexuelles dans notre pays, mais un sujet qui fait en tout cas débat, selon lesquels la RDC ne dispose pas de loi en la matière. Comment vous réagissez face à cela? Je pense comme beaucoup de gens, nous devrions féliciter un peu, comme l'Église catholique d'ailleurs, féliciter le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce qu'il prend des décisions jusque-là courageuses. Ça va.
des décisions courageuses. Nous savons qu'à plus de 90%, ça va, la République démocratique du Congo est, comment on dit, c'est vrai, c'est laïque, mais on sait qu'il y a des religions, et musulmanes, et catholiques, et protestantes, et etc. Donc la tendance est claire, les gens ne veulent pas de l'homosexualité. Donc c'est un courage exemplaire et que nous devons les soutenir dans ce sens-là. Je demande à toutes les églises, je demande à tous les gens vertueux, parce que nous ne sommes pas en Europe, qui commencent à se marier avec des chiens. Nous, franchement, on ne sera jamais d'accord avec ça. Donc on félicite et on encourage le ministre de la Justice dans ce sens-là. Quelle que soit la loi, je précise s'il vous plaît, quelle que soit la loi, nous demandons que la loi puisse s'adapter à la volonté du peuple congolais et que, apparemment, ce que vient de dire le ministre de la Justice cadre avec la volonté du peuple congolais. Donc, la loi doit s'adapter. S'il faut que, si la loi, au cas où la loi poserait des problèmes, il faut rapidement que l'Assemblée nationale puisse voter des lois nécessaires. D'ailleurs, je pense qu'il en avait déjà proposé quand il était député à l'Assemblée nationale. Donc, on félicite par exemple d'autres décisions où le procureur général a acté. Vous avez parlé de la sonorisation et etc. Si le procureur général prend l'injonction, donc il ne peut pas prendre une injonction qui n'est pas légale. Parce que c'est lui le vrai technicien. Le ministre est politicien, même s'il est aussi technicien juriste, ça va, mais il est politicien d'abord. Il prend une disposition et que la technicité du procureur général le permet, nous félicitons. Qu'est-ce qu'on attendait tous ces temps? C'est même ça la question. Il y a une autre décision par rapport au F92, qui sont des documents de réception, ça va, et temporaires, et qui faisaient en sorte qu'on n'arrivait pas à avoir des arrêtés ministériels et que les ONG, n'est-ce pas, les organisations puissent être légalement installées en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une décision courageuse qui doit être entourée de la technicité, bien sûr, maintenant, et des budgets nécessaires, mais nous pensons que nous avons d'abord besoin, il joue son rôle. Son rôle, effectivement, c'est de prendre des décisions techniques, ça va, politiques plutôt, qui vont arranger la machine, la structure de la justice congolaise. Nous encourageons ça. Et toujours le ministre de la Justice a annoncé la construction d'une prison pour traquer tous les détourneurs et tout votre commentaire par rapport à ça. Va-t-il y arriver? Oui, il doit y arriver. Il faut que nous puissions tout faire pour qu'il puisse y arriver. Il y a un président de la République qui avait dit qu'il avait ouvert des prisons, n'est-ce pas, pour que ces gens-là puissent y entrer. Malheureusement, ces gens-là n'étaient pas entrés. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est possible parce qu'à sa remise reprise avec l'ancien ministre de la Justice, je pense qu'il y avait déjà un projet, il a dit officiellement, il y avait un projet pour la construction d'une prison, ça va, mais ça devait être pour les femmes. Mais lui dit que ce projet devait être maintenant pour ces détourneurs de l'argent de l'État. Parce que tant que les gens qui détournent l'argent de l'État ne sont pas inquiétés, et il a même demandé effectivement à l'IGF de lui amener tous les dossiers dans ce sens-là. Donc je pense franchement, si nous devons encourager quelqu'un, encourageons le ministre de la Justice, mais pas parce qu'il est ministre de la Justice, nous encourageons plutôt les actes posés. Qui ne veut pas que tous les détourneurs de la République démocratique du Congo puissent être arrêtés? Alors, vous encouragez que les gens puissent voler des millions de la République démocratique du Congo et qu'ils ne soient pas arrêtés. Tout le travail de l'IGF, ça doit se finir à la justice, parce que l'IGF n'est pas la justice. L'IGF fait son travail, mais si les dossiers traînent dans des bureaux de l'IGF, ça sert à quoi? L'IGF a eu des preuves que vous avez volées. C'est à la justice de se saisir de ces gens-là et que ces gens-là doivent rembourser l'argent volé. C'est ça l'avantage de la justice. Ce n'est pas seulement dire que celui-là a volé. C'est non seulement les condamner pour donner exemple, pour que personne ne puisse voler une autre fois, la culture du vol et de la corruption puisse disparaître, mais pour que cette personne-là puisse dédommager. On doit prendre... Est-ce que vous savez que peut-être 20% des maisons de toutes ces autorités morales, ça va, de toutes ces autorités qui ont volé, est supposé être retourné? Ça ne peut être retourné qu'à travers la justice. Vous avez compris? Donc je félicite cet acte-là et je pense que tout Congolais devait féliciter ça. Alors professeur, la grande question réside aussi du fait de l'application de toutes ces initiatives. C'est vrai que la RDC, nous le savons, il y a nos autorités qui prennent des initiatives, mais qui n'arrivent pas justement à pouvoir la matérialiser ou la concrétiser. Est-ce qu'on pense avec le nouveau ministre que cela puisse vraiment aboutir? J'ai une idée un peu sur le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. C'est un révolutionnaire. Il a fait un peu de formation à Cuba, etc. C'est un révolutionnaire.
Donc je pense que lui a la volonté de le faire. Mais seulement, il ne peut pas tout faire si il n'est pas en accord, s'il n'a pas les budgets nécessaires qui viendraient effectivement du Premier ministre. Ça va? Et qui, s'il n'est pas soutenu par le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle je pense effectivement que le chef de l'État a mis un opposant républicain. Je pense que le chef de l'État, je le félicite encore une fois, il a su pourquoi. Parce qu'il n'a pas été dans des combines de l'Union sacrée. Entre guillemets, il n'a pas volé pendant au moins ces 5 ans. Il n'a jamais été ministre. Donc, il n'a pas été dans des combines de... Donc, il a un peu le main un peu plus libre, un peu plus blanche, ça va? Puisque quand vous-même, vous avez volé, ou bien vous avez été dans les circuits de vol, vous comprenez que c'est difficile d'arrêter les voleurs. Parce que là, nous parlons des voleurs de l'État. Et lui-même l'a dit. Donc, je pense que le chef de l'État a bien choisi la personne qui est révolutionnaire, qui n'a pas été dans des combines, et il a beaucoup de chance. Mais je vous garantis et je vous rassure, il ne peut pas le faire sans le chef de l'État et sans la première ministre. Parce qu'il risque de ne pas avoir les budgets nécessaires et il risque d'être remplacé parce que dès qu'il va commencer, comme il le fait déjà, il y a des grands dossiers, ne vous en faites pas. Comme il le fait déjà, même déjà au niveau de l'arrangement du bâtiment du ministère de la Justice, ces personnes sont déjà interpellées pour qu'ils payent les Congolais comme il faut, pour qu'ils puissent finir le travail. Donc je pense que je ne doute pas de la bonne volonté et de la révolution du ministre d'État de la Justice. Mais cela étant, il ne faut pas qu'il soit englouti, ça va, dans tous ces tas des voleurs aussi qui vont l'entourer parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Ils vont essayer de dire au chef de l'État, vous voyez, les ministres nous coincent un peu, les accords politiques risquent d'être rompus, etc. Donc, il faut qu'il soit solide. Le chef de l'État a un pignon très important qui vient de s'ajouter à l'IGF. Et il faut qu'il l'utilise. S'il ne l'utilise pas, je pense que la faute sera au chef de l'État et non au ministre de la Justice, que je demanderai de démissionner, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Moi, je lui demanderai de démissionner d'ici là. Il essaye tout. Il essaie de faire les choses pour le bien du peuple congolais et que le chef de l'État le bloque ou bien la première ministre le bloque. Je vais demander à l'excellence, monsieur le ministre d'État, de démissionner parce qu'il a sa personnalité à garder et les jeunes sont en train de l'aimer. J'ai des messages où les gens disent « nous commençons à aimer ce ministre ». Oui, pas parce qu'on l'aime, parce qu'il est beau, etc. C'est par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Alors, il doit être encouragé. Ça risque d'être le pion le plus important pour les chefs de l'État, pour l'instant. Donc, le chef de l'État devra le prendre, franchement, comme une sorte de maillaille, comme on le dit. Espérons que tout cela se concrétise, professeur, mais on ne peut pas quand même finir. On est presque à la fin. On pose peut-être la toute dernière question par rapport à cette polémique autour des émoluments des députés nationaux évoqués dernièrement par le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il a parlé de $5,000. Que dites-vous par rapport à ça? Et vous voulez juste attirer Comme il n'y a pas assez de temps, je n'ai pas la pédagogie, ça va, nécessaire. Je suis désolé de constater que le président de l'Assemblée nationale s'est trompé. Il a fait une très mauvaise communication, je suis désolé, parce que tout simplement, si vous voyez le feuille de paye, déjà c'est 16 millions, ce n'est pas 14 millions, parce qu'on doit considérer même les avantages et tout le reste. Il n'y a pas de feuille de paye de 14 millions. 14 millions, c'est les nets. Donc déjà là, il s'est trompé. Et quand vous voyez déjà Martin Fayoulou et Sesanga, ils ont prouvé à suffisance que les à côté, tout ça, c'est ce qu'on touche à la banque. Ça, on les savait déjà. Mais ce qui touche effectivement pour des avantages, des primes, des etc., c'est ce qui le fait arriver à 18, à 21 et parfois 30 000 dollars. Donc je pense qu'il a fait une très mauvaise communication et qu'il devait s'excuser et qu'il devait permettre, comme il est maintenant président de la... Je suis sérieux parce qu'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de temps, n'est-ce pas? On devait afficher le salaire du président de l'Assemblée touche combien? Tout avantage confondu. Le président de la République touche combien? Le ministre touche combien? Le questeur touche combien? On apprenait que le questeur touchait 100 000 dollars. Mais écoutez, afficher les salaires des gens, c'est la loi qui l'oblige d'ailleurs. Ce sont des postes qui sont connus. Donc on doit... Le président de la République touche combien? Personne ne sait. Nous sommes dans quel pays là? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce que le président de la République touche? Pourquoi est-ce qu'il y a des contradictions? Il y a des contradictions parce qu'on a un mauvais leadership qui nous fait traîner. Afficher, on n'a même pas besoin de débats, on n'a même pas besoin de déclarations. Tout le monde peut taper dans Google, ça va, Assemblée nationale, tout le personnel de l'Assemblée nationale, commençant par le président de l'Assemblée nationale, voilà, touche combien? Le président de l'Assemblée nationale touche combien? Personne ne sait. Vous voulez encore qu'on commence à faire des débats sur ça? Non, ils nous ramènent dans des débats inutiles, excusez. Ce sont des débats, je suis quand même un administratif, un expert. Afficher les salaires de tout le monde et on vérifiera. C'est lui,
Parce qu'il faut savoir qu'on peut arrêter tous les gens qui s'enrichissent indûment. On constatera les gens qui vont s'enrichir indûment et ils seront arrêtés. Merci, professeur Dadi Saleh, pour votre intervention. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission aujourd'hui, mais nous vous accordons 10 secondes pour conclure définitivement. Juste 10 secondes. Nous encourageons le gouvernement Soumina, on encourage le président de la République, on encourage le ministre d'État, de la justice personnellement. On sait que c'est possible d'arriver à la révolution culturelle, à la révolution économique, à la révolution politique. Et on peut mélanger les données, n'est-ce pas? Ce qui se fait déjà avec les petites idées, nos petites idées, les idées de tout le monde. Parce qu'ici, il faut prendre les idées de tout le monde pour l'intérêt du peuple congolais. Et du côté sécuritaire, et du côté de l'économie, qu'on ne nous trompe pas avec ce qu'on est en train d'entendre. Là, les gens font des conférences sans rien dire de la vraie économie. Ça va? Ce sont des théories, leadership, etc. L'économie n'est pas compliquée. Vous ne produisez pas, ça va? Vous n'avez rien en économie. Parce que pour avoir la garantie, même pour les taux, il faut produire. C'est la production qui conditionne tout cela. Or, c'est la production des Congolais, pas des étrangers. Donc, on pense que plutôt que trop parler, n'est-ce pas, il y a possibilité, les gens qui ont le pouvoir, qu'on voie le riz, qu'on voie le maïs, vous comprenez, qu'on voie des industries des Congolais, et ce n'est pas compliqué. La FPI est là pour ça. On devait avoir nos banques pour ça. Donc, je pense que quand les gens pensent que la République démocratique du Congo, pour s'en sortir, il faut beaucoup de temps. Moi, j'ai écrit un livre où j'ai dit, c'est sacrifier une année pour sortir les Congos de ces trous. Excellence, Monsieur le Président, c'est possible. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons le potentiel nécessaire pour que dans moins d'une année, qu'on soit un pays même émergent, pas seulement un pays en voie de développement, parce qu'on a le potentiel nécessaire. D'ailleurs, il y a un des éminents qui l'a dit. Il nous faut moins de 50 milliards de dollars pour y arriver. Et c'est possible de les avoir. C'est possible de l'avoir. Ça, c'était votre mot de conclusion à cette émission. Professeur Dadi Saleh, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission de ce jour, votre émission Paramètres. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir et portez-vous bien.